Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre. Avant de débuter, comme à l'habitude, je souhaite m'assurer que tout le monde me reçoit correctement. Donc, prière de m'indiquer si vous me recevez correctement, s'il vous plaît. OK, parfait. Donc, apparemment, tout le monde me reçoit. Je commencerai donc par vous souhaiter la bonne année 6258. Et je place cette rencontre sous le sceau ou sous le signe d'un hommage à nos ancêtres qui ont donné au monde ce qu'on appelle aujourd'hui un calendrier. C'est un peu grâce à eux, finalement, si nous savons reconnaître des dates, des moments, des époques, des siècles, des ères. Et naturellement, puisque nous parlons aujourd'hui du Nouvel An, eh bien, j'ai souhaité, en forme d'introduction, leur rendre cet hommage à nos glorieux ancêtres. Qu'ils en soient remerciés. Voilà. OK, donc, cette communication est un peu particulière, vous le savez, puisque elle se situe dans le cadre, j'allais dire, des festivités ou des célébrations du Nouvel An kémite. Mais c'est une communication qui a vocation à éclairer, en fait, sur les raisons pour lesquelles nous avons souhaité, en tant que kémite, restaurer, en fait, cette date pour la célébration du Nouvel An, car naturellement, on peut encore s'étonner que la chose soit parfaitement décalée par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres traditions. Eh bien, nous avons souhaité restaurer cette date pour des raisons que je vais tenter d'expliquer. C'est la raison pour laquelle cette communication va débuter par une sorte de rappel, en une première partie, et ensuite, naturellement, nous allons aller à la description d'un ensemble de choses que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. L'essentiel de ce qui va être dit aujourd'hui, et bien davantage encore d'ailleurs, puisque le temps que nous avons souhaité consacrer à cette communication ne permet pas d'aborder tous les sujets que nous aurions souhaité aborder, eh bien l'essentiel de ce que nous allons dire aujourd'hui se tient dans cet ouvrage qui est récemment paru aux éditions Air de Battage, ouvrage intitulé, qui a pour titre Sigidolo, et qui, comme son nom l'indique, est une sorte d'hommage rendu à l'étoile qui a guidé nos ancêtres et qui nous guide déjà depuis la nuit des temps. On l'appelle en français Sirius, nous l'appelons Sigidolo, c'est-à-dire l'étoile de l'assise. Voilà, ou l'étoile de la circoncision, bien évidemment, puisqu'il s'agit en réalité du même thème, du même mot. Ça, c'est pour l'information, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, puisque nous ne pourrons pas aborder vraiment la chose dans sa globalité. Mais évidemment, le travail est quand même fait de ce point de vue pour que chacun puisse avoir sur ces questions des idées claires, des idées pures. Voilà. L'époque qui est la nôtre aujourd'hui, évidemment, nous engageons le mois d'août pour ce qui concerne le calendrier qui nous sert aujourd'hui de repère. Nous engageons le mois d'août dans quelques jours. Et j'ai souhaité comme ça rappeler en réalité les motifs pour lesquels nous célébrons cette année, le début en fait de l'année 6258, parce que le conte s'établit dès l'origine à partir d'un enregistrement qu'on trouve dans les textes égyptiens, rappelé d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, par Cheikh Anta Diop, où le lever héliaque a été enregistré pour l'époque que nous considérons autour de 4236. Et c'est à partir de cette date réellement qu'on peut dire que l'Égypte antique s'est dotée en quelque sorte d'un calendrier. Et naturellement, dans les travaux qui sont les nôtres, nous inscrivons dans le sillage de cette civilisation, puisque c'est une civilisation négro-africaine à laquelle la plupart des traditions, la plupart des peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara peuvent se référer
naturellement. Je tiens aussi à rappeler que l'antériorité de cette civilisation constitue pour nous un élément essentiel, puisqu'on peut encore poser la question de savoir mais pourquoi l'Égypte antique et pas d'autres royaumes en Afrique ou d'autres empires en Afrique. C'est simplement parce que la civilisation égyptienne est la civilisation la plus aboutie. Ça, j'aime à le rappeler que l'humanité n'est jamais produite. Et il se trouve que c'est pour nous un modèle que nous pouvons suivre, car cette civilisation rend compte d'un ensemble de faits et rend intelligible un nombre conséquent de traditions qui persistent encore sur le continent noir. Voilà, donc cette forme de dialogue permanent entre l'Antiquité et le présent permet de restaurer un ensemble de faits, de culture, de traditions, de religions, etc. Puisque vous savez, comme moi, que le continent noir a été, durant ces derniers siècles, parfaitement saccagé. Et nous avons l'ambition, en fait, de restaurer ce qui peut être encore l'être. Et le moyen de le faire, bien évidemment, c'est de savoir, premièrement, qui nous sommes. Deuxièmement, quel est notre projet civilisationnel. Et troisièmement, quel paradigme permet réellement une expression singulière dans cette époque. Voilà. Donc, nous célébrons, pour ce qui concerne l'école des scribes et bien d'autres encore, nous célébrons le Nouvel An le 3 août. Et je sais que dans la communauté, il y a plusieurs personnes qui ont déjà cru voir le temps du Nouvel An. C'était autour, je crois, du 19, du 18 juillet dernier. J'aime toujours à rappeler qu'en réalité, ce débat, puisque c'en est un, on peut le considérer, n'en est pas un fondamentalement, parce qu'il part sur une mauvaise conception, une mauvaise compréhension des choses. Et je vais simplement tenter ici de le rappeler, sans évidemment donner le sentiment que nous exprimons en toute autorité, mais c'est simplement pour apporter quelques éclairages sur les motifs pour lesquels nous célébrons le Nouvel An le 3 août. Je lirai donc ce petit texte en forme d'introduction. Le calendrier est composé, sous-entendu le calendrier égyptien est composé de 3 saisons dont le nom reflète le cycle agricole. Le calendrier égyptien est composé de 3 saisons dont le nom reflète le cycle agricole. Ici, je donnerai les noms conventionnels d'après le manuel d'égyptologie, donc la saison Aket, qui est la saison de l'inondation, la saison de la crue du Nil, la saison Péret, qui est le temps de la germination, et enfin la saison dite Shemou, qui est le temps de la moisson. Chacune de ces saisons comprend 4 mois de 30 jours. Chacune de ces saisons comprend 4 mois de 30 jours, 5 jours dits épagomènes, c'est-à-dire les jours ajoutés, donc sont ajoutés en fin d'année pour parvenir à une année de 365 jours. Le jour de l'an correspond au premier jour du premier mois de la saison de l'inondation. Le jour de l'an correspond au premier jour du premier mois de la saison de l'inondation. Alors, je vais insister sur un élément essentiel, parce que quand on parle du calendrier égyptien, on insiste assez souvent sur la coïncidence qui existe entre le lever iliaque de l'étoile Sirius et le temps de l'inondation. Mais il faut simplement se souvenir que cette coïncidence est singulière et propre à la confédération égyptienne, à l'Égypte antique. Mais plus généralement, il s'agit en réalité de faire coïncider cette époque au temps de la saison sèche. Et vous comprendrez naturellement pourquoi je le dis, car souvent, on porte une attention singulière sur l'inondation, mais c'était un phénomène essentiellement observable dans la vallée du Nil, mais les peuples voisins de l'Égypte antique avaient d'autres référents, et notamment la saison sèche, pour signifier le nouvel an. Voilà. Donc, à l'instauration du calendrier, le jour de l'an, c'est-à-dire le premier jour de la saison de l'inondation, correspondait au début de la crue annuelle du Nil. Toutefois, celle-ci étant basée sur un cycle de 365 jours et un quart, correspondant à une révolution complète de la Terre autour du Soleil, et non de 365 jours, la crue se décalait chaque année à l'intérieur du calendrier d'un quart de jour, d'un jour tous les 4 ans et d'un mois tous les 120 ans. Okay, la conséquence de ceci, c'est quoi? Ce qui fait que la crue pouvait survenir en Pérette, alors que cette saison était normalement consacrée à la germination des récoltes, ou en Shemou, qui correspondait à la saison de la moisson. Donc ce décalage engendrait le fait qu'on pouvait observer dans un calendrier
la crue à une époque qui est censée être le temps de la germination ou à une époque qui est censée être le temps de la moisson. Okay? Ce n'est que tous les 1460 ans que la crue pouvait à nouveau coïncider avec le premier jour du mois de l'inondation. Ce n'est que tous les 1460 ans que la crue pouvait à nouveau coïncider avec le premier jour du mois de l'inondation. Malgré tout, le jour de l'an est resté dans l'esprit des anciens Égyptiens comme le jour idéal de la crue. Malgré tout, le jour de l'an est resté dans l'esprit des anciens Égyptiens comme le jour idéal de la crue. La crue du fleuve étant comparée à l'océan primordial, se renouvelant, image symbolique de la récréation, du renouvellement du monde. Donc la crue du Nil, ou le temps de l'inondation, est comparé au renouvellement du monde, au relèvement du monde, à la renaissance, à la recréation de l'univers ou du monde en quelque sorte. Et voilà l'enjeu en fait auquel ça rime le concept de nouvel an. Il ne s'agit pas simplement de l'observation d'un changement d'année, même si dans les faits on peut estimer que c'est le cas, mais il faut savoir qu'à cet instant se rejouent en réalité les conditions de la naissance de l'univers. Les conditions de la naissance de l'univers. C'est de cela qu'il s'agit. Donc la dimension est éminemment cosmogonique, bien sûr. Voilà. Le nouvel an idéal, premier jour de la saison de la germination. Le jour de l'an coïncidait autour du 18 juillet avec les moments les plus chauds de l'année. Dans le ciel scintillait l'étoile de la petite chienne qui donna son nom à cette période de l'année à la chaleur parfois étouffante. On appelle la canicule, puisque en latin on dit canicula qui signifie la petite chienne. Donc d'où le nom de cette période de l'année qui est singulièrement chaude. Étant entendu bien évidemment que l'étoile Sirius appartient à la constellation du Grand Chien, comme vous le savez. Lorsque Jules César, alors c'est un texte des Roches-Noblecourt, hein, le texte n'est pas de moi, c'est un texte que je reprends simplement pour signifier les changements et les évolutions qu'on a pu observer à partir du calendrier égyptien jusqu'au calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Okay? Lorsque Jules César en Égypte, vers 45 avant l'ère actuelle, non, lorsque Jules César arrive en Égypte vers 45 avant l'ère actuelle, il imposa le calendrier égyptien à Rome. Ce calendrier introduit à Rome fut assez rapidement étudié par l'Église chrétienne du Moyen Âge sans y apporter de changement apparent. Toutefois, le pape Grégoire XIII lui fit subir une modification en 1582 et la période de la canicule comme début de l'année fut abandonnée. Le nouvel an fut déplacé vers l'automne, puis fut établi définitivement entre la fin de décembre et le début de janvier. Alors, il y a eu cette évolution pour expliquer pourquoi aujourd'hui, certaines traditions observent le nouvel an en décembre. Ça peut se justifier car les Égyptiens avaient les deux conceptions. Je l'ai souvent rappelé à certaines occasions. Ils avaient les deux conceptions pour des raisons propres à leur tradition, propres aussi au cycle agricole observable dans la vallée du Nil. Voilà. Alors, la question fondamentale qui est celle qui occupe la communauté en ce moment est bien sûr de savoir quelle est la meilleure date, quelle est la bonne date. Parce que ceux qui ont célébré le Nouvel An autour du 18 juillet récemment, se basent sur l'inondation du fleuve, c'est-à-dire le début de l'inondation du fleuve. Quand nous nous basons sur le lever héliaque de Sirius. C'est bien important d'avoir ceci en perspective parce que ça peut être une discussion qui peut encore durer des années quand, au fond, elle est aisément, non seulement elle est intelligible, c'est-à-dire on peut comprendre ce questionnement, mais il faut savoir régler cette question de manière tout à fait définitive. Et c'est ce que je vais rappeler encore une fois ici, puisque cette communication, par certains aspects, a déjà été faite, puisque ce n'est qu'un rappel pour ce qui concerne cette première partie. Donc, certaines personnes considèrent le début de l'inondation comme étant l'instant qui marque le nouvel an. Raison pour laquelle vous avez certains kémites qui ont déjà célébré le nouvel an. D'accord? Et d'autres considèrent le lever héliaque comme étant le référent, le lever héliaque de l'étoile Sirius comme étant le référent qui permet de statuer sur l'instant et l'instant du nouvel an dans le calendrier.
Voilà. Alors, donc, c'est une question, je le rappelle, d'accord? Et je veux simplement vous expliquer pourquoi le lever héliaque de Sirius a préséance dans ce contexte-ci. Et pourquoi le début de l'inondation ne peut pas être le référent quand vient le temps de questionner la date ou l'instant du nouvel an dans le calendrier kémite. Okay? Je vais citer 3 textes. Je commencerai par dire ceci. Le document le plus ancien qui fasse état du lever héliaque de Sirius est la tablette de Djer, troisième pharaon historique de la première dynastie, qui aurait vécu vers 3100 avant l'ère actuelle. Cette tablette est la première relation connue de la coïncidence du lever héliaque de Sirius et de l'inondation. Cette tablette, qu'on appelle la tablette de Djer, est la première relation connue de la coïncidence du lever héliaque de Sirius et de l'inondation. Cheikh Anta Diop écrit ceci. C'est un fait mathématique que l'Égypte a déjà inventé en 4236, en moins 4236, un calendrier dont la périodicité est de 1460 ans. Il ne s'agit pas d'une vague conjecture, mais d'une date les plus sûres de l'humanité, basée sur le lever héliaque de Sirius. Aucun texte ne précise que le phénomène a été observé sous la latitude de Memphis. Et Ancelin ajoute dans un texte qui traite des mêmes questions qu'à cette époque, Memphis n'existait pas encore. Parce que vous devez savoir que la date du 18 juillet qui est généralement annoncée, c'était l'instant où, à Memphis, on était censé observer, disons, le lever héliaque de l'étoile Sirius. Bon. Mais dans les premiers temps de la civilisation égyptienne, évidemment, Memphis n'existait pas comme capitale, n'existait pas comme ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus généralement, les peuples subsahariens font coïncider le lever héliaque de l'étoile Sirius à la saison sèche, à la canicule. Voilà pourquoi en Égypte antique, vous avez cette apparente contradiction. C'est-à-dire comment l'inondation, qui est l'abondance de l'eau, a lieu pendant la canicule. En fait, c'est un questionnement qui est objectif parce qu'en réalité, l'inondation du fleuve est due à la mousson qui souffle en Afrique de l'Est, c'est-à-dire un vent qui apporte des pluies en Afrique de l'Est et c'est les affluents du Grand Nil, parce qu'en fait, comme vous savez, le Nil a des affluents très importants qui sont d'ailleurs, je pense en particulier au Nil bleu qui coule depuis les plateaux d'Éthiopie, et bien qui se charge d'eau et qui arrive dans la vallée du Nil, la vallée égyptienne, au temps de la canicule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus généralement, c'est ce phénomène singulier propre au Nil, pour ce qui concerne sa partie égyptienne, qui a fait passer l'inondation au premier plan. Quand en réalité, c'est la saison sèche en réalité qui marque le début de l'année. Et c'est un fait cosmogonique. Parce que du point de vue des cosmogonies, je pense en particulier aux cosmogonies soudanaises, notamment chez les Dogons, chez les Bambara, la création du monde commence toujours par un temps sec. Parce que la divinité qui s'exerce dans les premiers temps, c'est une divinité qui est consacrée à la période, au désert, à la période, à l'espace désertique et qui est associée à l'acacia, qui est une plante qui fait tout le contraire des autres plantes, puisque vous savez que l'acacia a cette particularité de fleurir en saison sèche et de perdre ses feuilles en saison des pluies. Acacia que les Bambara appellent Balenza, que les Dogons appellent le Séné. D'accord? Et la divinité en question, bien sûr, chez les Dogons, c'est Ogo, chez les Bambara, c'est Pemba. Donc la saison sèche, c'est le premier temps, et vous allez comprendre les conséquences de cela. Quand je le dis de cette façon, c'est pour qu'on comprenne bien que l'inondation n'est pas le référent objectif des peuples subsahariens. C'est la saison sèche qui est le référent objectif des peuples subsahariens. Ce qui permet naturellement de répondre déjà à la question posée, à savoir quelle date choisir. La saison sèche coïncide toujours avec le lever héliaque, qui est l'étoile en fait qui marque le début, le commencement du monde. C'est le référent absolu dans le discours cosmogonique des peuples soudanais, l'étoile Sirius. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'insiste pour bien rappeler qu'il ne faut pas se tromper de référent. Il ne s'agit pas d'observer l'inondation et de croire que la bonne date c'est l'inondation. Non. C'est un phénomène singulier propre au Nil, mais d'une manière générale, les peuples soudanais, dont les Égyptiens font partie, se sont réglés sur la canicule, la saison sèche. C'est la raison pour laquelle en Égypte aussi,
bien sûr, c'est le temps de la saison sèche. Il ne pouvait pas en être autrement, d'après les cosmogonies même, les cosmogonies subsahariennes. Donc, il vaut mieux avoir une lecture cosmogonique de ces faits pour bien comprendre pourquoi nous insistons davantage sur le lever iliaque de l'étoile Sirius que sur l'inondation. Je pense que les choses sont relativement claires maintenant que c'est dit. Alain Ancelin dit ceci: chez les Venda, peuple d'Afrique centrale, le lever iliaque annuel de Sirius introduit la saison sèche. Chez les Douala, c'est aussi avec l'apparition d'une Nsauté, qui est d'ailleurs le nom que les Coptes donnent à Sirius, car son nom, en fait, c'est Sauté. Voilà pourquoi les Grecs diront Sotis, Nsauté. D'accord? C'est son nom objectif. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Chez les Douala, c'est aussi avec l'apparition d'une Nsauté, c'est-à-dire Sirius, que débute l'année. Chez les Égyptiens, il introduit également la canicule, mais sur les bords du fleuve, la notion de saison sèche s'efface comme principe directeur du temps au profit de la crue du Nil. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Et c'est ce que dit ici Ancelin avec ces mots. C'est-à-dire que le lever iliaque introduit la canicule, mais sur les bords du fleuve Nil, la notion de saison sèche s'efface comme principe directeur du temps au profit de la crue, c'est-à-dire de l'inondation. Voilà pourquoi le discours sur l'inondation prend donc de l'ampleur pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique. Mais d'une manière générale, bien évidemment, c'est la saison sèche qui est le temps du nouvel an. Ça, c'est bien important de l'avoir en perspective, de le savoir. J'espère que, une fois que c'est dit, les choses sont claires. Et vous avez donc, durant cette période, un mois très important que les Coptes ont appelé Mesore, qui traduit littéralement la naissance de Ré, c'est-à-dire la naissance du soleil. Et dépendamment des auteurs, certains vous diront que ce mois correspond à la période de juin-juillet, d'autres à la période de juillet-août. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas, j'allais dire, passer son temps à tenter, essayer de comprendre en fait ces apparentes contradictions. Parce qu'en réalité, il y a eu de nombreuses manipulations concernant le calendrier égyptien. Je veux dire, les Coptes l'ont fait, et d'autres aussi, les Romains et les Grecs, évidemment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce sur quoi il faut porter une attention singulière, en fait, c'est le cycle cosmogonique. C'est ce qui est le plus important. Et aussi ce qui se passe concrètement dans la vie des peuples qui observent un calendrier, quel qu'il soit en Afrique. C'est ce qui est intéressant, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a la contrainte toujours de se référer au mois du calendrier grégorien, mais c'est une contrainte seulement si on n'a pas les outils en réalité pour comprendre comment la chose fonctionne. Parce que on verra toujours des contradictions. Certains vous diront que non, c'est juin, juillet. Et c'est les Coptes même qui le disent. Certains diront juin, juillet, d'autres juillet, août. Comment s'en sortir? Non, c'est parce qu'il y a eu des manipulations. Donc, on ne peut pas avoir comme référent une chose aussi changeante. Ce qu'il faut, c'est avoir une connaissance, en fait, du rythme cosmogonique et connaître les saisons d'après le discours cosmogonique, ça c'est une chose, mais surtout d'après les pratiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vallée du Nil à cette époque? Et plus généralement, parmi les peuples, justement, qui s'inquiètent en fait de ces questions calendaires liées notamment à l'observation, enfin, qui tiennent comme référent tout au moins le lever iliaque de l'étoile Sirius. Et naturellement, les Bambara, les Malinké, enfin les Mandingues en général, répondent de cette tradition, mais pas seulement, on le voit notamment ici avec les Douala et avec d'autres peuples encore, on pourrait comme ça citer un certain nombre de peuples, mais la plupart des peuples subsahariens observent en fait, tiennent comme référent cette étoile, parce que non seulement c'est l'étoile la plus brillante du ciel, mais c'est parce qu'à cette époque, évidemment, on observe aussi une coïncidence entre le lever iliaque, c'est-à-dire de cette étoile, et la naissance du soleil, par référent, puisque le lever iliaque suppose, c'est-à-dire un lever en même temps ou quasiment en même temps que le soleil. Donc, c'est ce qui est important. Parce que si nous sommes dans une démarche de restauration, on ne peut pas avoir comme référent des choses qui ont été manipulées. On ne peut pas. Il faut rechercher quelque chose d'authentique et avoir justement des référents qui ne changent pas au gré des auteurs. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de connaître les cosmogonies, connaître le cycle, le rythme des cosmogonies et les pratiques
que les peuples associent précisément au rythme, aux différents rythmes, aux séquences des cosmogonies. Et je vais l'illustrer tout à l'heure, vous le verrez, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cet élément. Voilà. Alors, j'ai cité maintenant un auteur, Alexandre Mouret, qui publie en 1927 un ouvrage très important, en fait, sur un certain nombre de traditions en Égypte. Et je cite ce texte pour vous dire, en fait, ce qui se passe concrètement en Égypte à cette époque. Parce que quand nous parlons de l'inondation, nous sommes aveuglés en réalité par le phénomène de l'inondation, mais nous ne considérons pas tout ce qui se passe à cette époque, en Égypte. OK? Donc, ce texte a l'avantage, en fait, de poser les choses, de clarifier un certain nombre de choses, et c'est sur cette base que vous allez bien comprendre ce que c'est que le Nouvel An. Bon. Mouret nous dit ceci. En Égypte, la moisson se fait d'avril à mai. Je rappelle que c'est le temps appelé Shemou dans les manuels de vulgarisation, c'est-à-dire la saison de la moisson, la saison chaude, c'est-à-dire la saison sèche en réalité. OK? Parce que les mois du calendrier grégorien ne peuvent pas servir de référent, mais nous sommes quand même obligés, puisque la plupart des gens ont ceci en mémoire, donc nous sommes quand même obligés d'en parler de cette façon pour bien situer les gens. Mais vous devez savoir que ce qui a d'essentiel pour ce qui concerne le temps de la canicule, donc je répète bien ce que je suis en train de dire, ce qui a d'essentiel pour ce qui concerne le temps de la canicule, c'est ce que Mouret ici est en train de rappeler. Okay? C'est ce qu'il est en train de dire, vous allez comprendre pourquoi. En Égypte, la moisson se fait d'avril à mai. C'est le moment où le Nil diminue peu à peu dans son lit. Le fleuve paraît mourir comme morte est la moisson. Parce que c'est après cette époque que l'inondation arrive dans le fleuve. Mais nous sommes déjà dans un temps cosmogonique, vous allez comprendre. Pourquoi j'insiste, vous allez comprendre. Pourtant, quelques semaines après, l'étoile d'Isis, la brillante Sotis, le chien de la canicule, se montre au ciel à l'aube vers le 15 juin. Donc là encore, les dates varient, ça dépend des points de référence, etc. Bon, voilà. Ce signe annonce le début de la crue, qui est aussi le début de l'année fixe ou religieuse. Donc, il revient maintenant sur la crue, parce que généralement, c'est ce que font la plupart des auteurs, ils insistent davantage sur l'inondation en omettant le fait qu'en réalité, c'est la saison sèche, c'est-à-dire chez nous, le temps des moissons, etc. C'est à ce moment-là, effectivement, que le nouvel an s'annonce, puisque le mois de Messoré même, d'après le calendrier copte même, appartient à la période chaude, c'est-à-dire la saison sèche, au temps de la moisson, c'est-à-dire cette saison qu'on appelle Shemou. C'est le dernier mois de la saison chaude, mais qui est appelée Messoré, qui signifie la naissance du soleil. Et la naissance du soleil, vous le savez, comme moi, c'est le nouvel an, évidemment. Donc, voilà, j'apporte ces clarifications pour que vous puissiez quand même dissocier, de mon point de vue, tout au moins distinguer des choses essentielles. Donc, ce signe annonce le début de la crue, qui est aussi le début de l'année fixe ou religieuse. Sotis ramène l'année, dit-on, aux pyramides. Cette nuit-là est la nuit de la grande crue, sortie de la grande déesse, c'est-à-dire Isis. Une goutte tombe du ciel. Alors, je ne parlerai pas de ce phénomène, je l'explique aisément longuement en fait dans le livre Sigidolo. Je parle d'une fête, entre guillemets, disons, que les Égyptiens et plus tard les Coptes appelaient la nuit de la goutte. C'est un phénomène très important sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, je renvoie au livre. Et peut-être dans les questions, je pourrais revenir. Mais bon, en réalité, je pense que ce n'est pas essentiel pour ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais vous devez comprendre que cette fête, ce moment, cet instant joue un rôle essentiel dans le discours cosmogonique des anciens Égyptiens. Bon, on aura l'occasion évidemment d'y revenir, mais ceci, je le pense davantage dans le cadre des cours, parce qu'il y a ici des choses importantes qu'il faut avoir en mémoire. Voilà. Donc, une goutte tombe du ciel en cette nuit de la descente des eaux. C'était le signal d'une grande fête. Aujourd'hui encore, le calendrier copte au 18 juin célèbre la nuit de la goutte, en arabe, Lelat en Nokta. Les Grecs de l'époque ptolémaïque appelaient ces panégyries, c'est-à-dire ces grandes fêtes, ces rassemblements du peuple, parce que panégyrie littéralement signifie le rassemblement, les fêtes du Nil. Or, la solution de cette énigme est donnée par Pausanias, qui était un auteur grec,
de la période tardive. Les Égyptiens disent qu'Isis pleure Osiris quand le fleuve commence à croître. Et quand il inonde les champs, ils disent que ce sont les larmes d'Isis. Donc, c'est important de comprendre que dans le discours général des anciens Égyptiens, la crue était causée par les larmes versées par Isis. Les larmes versées par Isis, pourquoi? Vous allez comprendre cela tout à l'heure, évidemment. Dans la Passion d'Osiris nous renseigne déjà sur le fait que c'était nécessairement l'époque où Osiris disparaissait, c'est-à-dire où avait lieu donc ce fameux complot et Osiris était jeté dans l'eau, etc. Enfin, ce sont des histoires que nous avons déjà eu l'occasion de visiter à plusieurs fois, donc je ne vais pas insister aujourd'hui sur ces détails, mais sachez que les Égyptiens, et ça c'est connu, disaient que la crue du Nil était causée par les larmes versées par Isis. Donc l'inondation était causée par les larmes. Mais nous sommes déjà dans la suite de ce qui précède. Or, ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui précède, vous allez comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'époque de la moisson, à l'époque de la saison sèche? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Donc, or, la solution de cette énigme est donnée par Pausanias. Les Égyptiens disent qu'Isis pleure Osiris quand le fleuve commence à croître. Et quand il inonde les champs, ils disent que ce sont les larmes d'Isis. Par conséquent, le deuil au temps des moissons se manifeste par deux épisodes. Les paysans se lamentent, se frappent et invoquent Isis. Isis pleure et de ses pleurs naît la crue qui ramène la résurrection du Nil et de la végétation. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le banquet organisé par Seth, comme vous le savez, je ne veux pas rappeler moi ici la passion d'Osiris, je vous invite à lire les passages qui concernent cet épisode dans Plutarque, le fameux traité d'Isis et Osiris. Ce banquet auquel participe Osiris, sachez que ce sont des funérailles. C'est important de le savoir, c'est un deuil. Ce sont des funérailles. Osiris, c'est un cadavre. Même s'il apparaît dans le contexte en tant que roi, sachez que c'est la mort du soleil que nous sommes en train de célébrer à cet instant-là. Donc, le banquet organisé par Seth et avec ses complices, ce sont les funérailles d'Osiris en réalité. Voilà pourquoi Osiris est mis dans un coffre, c'est-à-dire dans le sarcophage. Ce sont des funérailles, donc ce n'est pas une occasion singulière ou une occasion de réjouissance comme on peut imaginer un banquet. Certes, les funérailles en Afrique peuvent être parfaitement associées à un temps de réjouissance. Ça dépend comment la chose est comprise. Mais évidemment, les pleureuses accompagnent généralement aussi les défunts. D'où l'association avec le Nil, les inondations. C'est-à-dire les larmes d'Isis. Isis pleure Osiris. Ce sont les pleureuses qui sont même professionnelles dans certaines traditions, notamment au Soudan occidental. Les phénomènes des pleureuses traditionnelles, pleureuses professionnelles existent encore chez les Dogons également. D'accord? Donc, j'insiste sur cet élément aussi parce que c'est quelque chose que souvent on ne sait pas. On ne sait pas que Osiris est perpétuellement un cadavre, c'est la graine. Donc, le banquet organisé par Seth, ce sont les funérailles d'Osiris. D'accord? Le sarcophage représente le placenta. Enterrer quelqu'un, c'est remettre la personne dans le placenta, autrement dit dans le ventre de sa maman. C'est ça le processus qui est ici enclenché, et il faut bien le comprendre. Et dans les traditions africaines, notamment chez les Fang, parce que ça au moins c'est documenté, je peux en parler puisque je sais que vous pouvez retrouver des références, on dit que les morts vont par les eaux. Et ces eaux, bien évidemment, c'est l'océan primordial. Voilà pourquoi Osiris est mis à l'eau dans le Nil qui symbolise les eaux primitives, c'est-à-dire le Noun, comme vous le savez. Okay? Donc, c'est un aspect qui n'est même pas discuté en égyptologie, parce que les gens souvent ne prêtent pas attention à ce genre de détails. Mais ici, Mouret a au moins l'avantage de rappeler que c'est le deuil, même s'il n'associe pas le banquet raconté par Plutarque, c'est-à-dire le banquet organisé par Seth, aux funérailles. Mais ce sont des funérailles. OK. Je le dis d'autant mieux que le thème même consacré aux funérailles en Égypte pharaonique répond à cela. Mais comme je n'expose pas la graphie ici, bon, je n'ai pas voulu être long, mais ce sont des choses que nous aurons certainement l'occasion de revisiter. Voilà, donc, or, la solution de cette énigme est donnée par Pausanias. Les Égyptiens disent qu'Isis pleure Osiris quand le fleuve commence à croître et quand il inonde les champs. Ils disent que ce sont les larmes d'Isis. Par conséquent, le deuil au temps des moissons se manifeste par deux épisodes. Ça veut dire que le banquet organisé par Seth, c'est au temps des moissons, au moment où on coupe les céréales, notamment le mil, le blé dans les champs. Et l'action de couper revient à l'action de sacrifier, de tuer Osiris.
Parce que Osiris est associé, comme vous le savez, aux céréales en général, au blé en particulier, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique. Mais on sait plus généralement qu'il est associé au fonio dans les conceptions soudanaises. Le fonio qui est une céréale, évidemment. Voilà. Donc, il faut bien aussi faire ces liens. J'insiste parce que je sais que ce n'est pas toujours présent dans l'esprit, mais c'est important de le savoir. Et à la suite de cela, on peut donc reconstruire un discours cohérent et reconstruire des scènes. Parce que je milite pour que soit restauré ce corpus. Et la meilleure manière de restaurer le fait, c'est bien évidemment de s'imprégner de la connaissance des choses et des séquences, en fait, qui permettent d'animer l'ensemble du corpus osirien. Voilà. Les paysans se lamentent, se frappent et invoquent Isis. Isis pleure et de ses pleurs naît la crue qui ramène la résurrection du Nil et la végétation. Voilà. Voilà ce que dit Moret. Maintenant, ce qui est intéressant du point de vue de la cosmogonie égyptienne, je vous ai dit que le Nouvel An correspond à la naissance de l'univers. Voilà ce que c'est que le Nouvel An conceptuellement. Nous rejoignons la naissance de l'univers. Et en égyptien pharaonique, il existe un thème hiéroglyphique qui traduit l'idée de création, c'est-à-dire de naissance de l'univers. Ce thème, le voici, c'est Transitere Septepi, qui traduit littéralement la première occasion, l'occasion qui vient en tête, c'est-à-dire la création, le temps de la création, voilà. La genèse, si vous voulez. Si on emploie un vocabulaire qui rend mieux compte de cette idée en français, ce serait ça. Donc, voici la graphie. D'accord? Transitere Septepi, qui signifie littéralement l'occasion qui vient en tête. OK? Et si vous observez cette graphie, naturellement, elle possède un signe singulier qui est en fait ici signe directeur, puisque le plus rare, il s'agit de ce qu'on appelle une aire de battage. Une aire de battage. Et vous allez comprendre en quoi ceci est pertinent quand vient le temps précisément de décrire ce que nous venons de dire, c'est-à-dire la moisson, le meurtre symbolique de la céréale, c'est-à-dire le meurtre d'Osiris, les funérailles, etc. Tout ceci se joue sur l'aire de battage, bien évidemment. Quand je dis qu'il faut inscrire ce discours dans le relief cosmogonique, c'est à raison. C'est parce que je veux attirer votre attention sur ce qu'il y a d'essentiel. Il ne s'agit pas ici de porter une attention singulière sur l'inondation, comme font certains de nos frères et sœurs, pensant que c'est l'inondation qui annonce le nouvel an. Non, ce n'est pas cela. C'est le lever héliaque. Hein? Le lever héliaque de l'étoile Sirius qui annonce l'inondation. Pour les motifs que je suis en train de rappeler ici, tout simplement. Okay? Parce qu'il faut inscrire en fait la description que nous faisons dans le relief cosmogonique. Et à partir de là, on ne peut plus se tromper. Vous voyez? C'est cela, c'est ce que je dis. Donc, translittération septepi, c'est une convention, bien évidemment. La traduction, c'est la première occasion, la création. Donc, nous allons passer rapidement là-dessus. Ce sont des questions que j'ai déjà abordées à certaines occasions, raison pour lesquelles je n'insisterai pas aujourd'hui. Donc, cette graphie contre translitère septepi est constituée, en fait, disons, de deux groupes. Grosso modo, vous avez l'aire de battage et vous avez le thème du premier, de ce qui vient en tête, représenté notamment par cette tête avec ses compléments phonétiques. On peut le dire de cette façon, hein, parce que cette tête est ce qu'on appelle un bilitaire translitéré TP. D'accord? Donc, le signe qui suit, qui est cette sorte de rectangle, c'est pas tout à fait un rectangle. Enfin, je le dis parce que c'est ce que vous avez sous les yeux. Je vais parler dans le détail. Hein, nous ne sommes pas ici dans la description littérale des graphies. C'est ce qu'on appelle un complément phonétique, tout simplement. Donc, il y a deux groupes en réalité qu'il faut savoir distinguer. Et le groupe sur lequel nous portons une attention spécifique, c'est l'expression de l'occasion. Parce que si on dit la première occasion, quelle est donc cette occasion? Parce que la tête, dans le contexte, cette tête dans cette graphie signifie ce qui vient en tête, ce qui vient en premier, tout simplement. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est quelle est donc cette chose qui vient en premier? C'est l'occasion. Et comment les Égyptiens appellent l'occasion? C'est ça le moment même qui nous intéresse. Parce que dire premier, en tête, devant, bon, c'est intéressant, mais réellement, du point de vue la compréhension de la chose, c'est davantage au niveau du concept occasion que se situe finalement ce qu'il y a pour nous d'essentiel dans cette description. Okay? Donc, cette graphie signifie, bon, elle est translitérée sep, d'accord, comme vous le voyez. Elle signifie foi, temps, occasion, matière, affaire, cas, action, acte. Le déterminatif, c'est une aire de battage, vous le voyez, précédée de signes qui sont des signes usuels à valeur S et P. Okay. Ou S et B, parce que le signe qui représente cette sorte de rectangle qui est en fait une sorte de natte, si on va dans le détail de la description,
peut avoir comme valeur dans les langues africaines, bien évidemment, la lettre P, la lettre F, la lettre B. Okay? Puisque ce sont des règles de correspondance usuelles du point de vue de la phonétique africaine. Bon. Nous allons appliquer la méthode analytique que nous avons baptisée la méthode Kuma, d'accord, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous avez d'un côté l'expression de la foi, du temps, de la matière, l'affaire, le cas, l'action, l'acte, qui qualifie donc la première occasion, c'est-à-dire le temps de la création. De l'autre côté, vous avez le nom de l'aire de battage. Il s'agit, comme vous le voyez, de deux homographes. Comme j'aime à le rappeler, qu'est-ce que c'est que des homographes? Les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes, ok? Mais dont le sens peut varier en fonction du déterminatif. Sauf qu'ici, le déterminatif est encore le même. Donc, c'est exactement le même mot en réalité, qui se prononce exactement de la même manière. D'accord? Donc, c'est important quand même d'insister là-dessus parce que la conséquence de ceci, c'est que les homographes produisent des homophones, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent quand on parle. Ça veut dire que quand je dis dans la langue des anciens Égyptiens « occasion » et quand je dis aussi « aire de battage » ou une idée qui s'y rapporte, je dis exactement la même chose. Et j'insiste sur le lien justement que cette première occasion entretient avec l'aire de battage parce que si vous ne savez pas quelle aire de battage, c'est là où on bat le grain de la moisson, vous n'allez pas comprendre le cycle calendaire égyptien. Vous allez continuer de croire que c'est l'inondation qui a valeur de référence, alors que c'est la saison sèche, qui est le domaine de Seth. Et c'est Seth qui est en action précisément à l'époque de la moisson, puisque c'est lui qui est incarné dans les animaux qui travaillent à cette époque-là, notamment l'âne en particulier. Okay, nous aurons l'occasion d'y venir tout à l'heure. Donc, j'insiste, moi, déjà sur la cosmogonie, parce que c'est elle qui fournit vraiment des clarifications de ce point de vue. C'est important. C'est ce à quoi moi je souhaite vous amener. Quitter les impressions et s'arrimer à des choses qui sont éternelles. C'est-à-dire que la manière dont les peuples soudanais décrivent le cycle de l'univers, c'est comme ça que l'univers a été créé, puisque c'est le modèle sur lequel naissent même les enfants. Parce que la tradition subsaharienne, les traditions subsahariennes sont, comme je l'ai rappelé à certaines occasions, biomimétiques. On observe ce que fait la nature pour décrire l'univers. Et sachez que c'est le même modèle. C'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Sauf qu'il se trouve encore que quand un bébé naît, bien sûr, il y a les eaux matricielles. Les eaux matricielles que les peuples soudanais placent dans le déluge, placent dans la descente de l'arche, okay? Qui est encore autre chose, mais qui succède à la saison sèche. Parce que la descente de l'arche, c'est la venue de l'enfant attendu, c'est-à-dire du Messie, entre guillemets, c'est-à-dire le nomo ou pharaon, et c'est-à-dire de l'eau. Parce que lui, il incarne l'eau, donc d'où la naissance de la végétation, etc., qui n'est pas possible dans le temps du désert, c'est-à-dire la saison sèche. Donc, il y a toute une succession, une séquence qu'il faut connaître pour savoir précisément ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire et comment sont justement organisées les fêtes, les célébrations et les rituels, les principaux rituels des peuples soudanais. OK. Donc, ici, c'est un exercice bien aisé, exercice analytique, méthode Kuma. Il s'agit d'observer des homographes desquels on tire des homophones. L'information essentielle ici consiste à rappeler que la notion d'occasion, c'est un homophone pour l'aire de battage. Par occasion, les anciens Égyptiens situaient l'occasion dans le concept de genèse, de création. Donc, c'est l'aire de battage. Ça commence à ce niveau-là. Il n'y a pas… voilà. Ça commence à ce moment-là. Quand on parle de la création, la naissance du monde, ça commence sur l'aire de battage et non par une description éventuelle de ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle l'inondation. C'est quand même important. Bon, je pense que j'ai été suffisamment clair. Alors, je viens rapidement à la solution puisque l'exercice ici est facilité par le travail que nous avons déjà fait sur ces thèmes. Donc, je ne vais pas m'insister sur la lecture, etc., les signes directeurs, ce n'est pas essentiel. J'irai simplement à la solution pour rappeler que cette graphie qui est translittérée SP ou Sepet, donc pour signifier aire de battage, correspond notamment au Bambara Saba, qui est un terme récurrent au sein des langues soudanaises, en général, mandingue en particulier, qui signifie coup, donné à une personne, être frappé, frapper une personne, battre. D'accord? Et si vous observez bien la structure phonétique de ce mot, eh bien, c'est celle-là dont rend compte la graphie en elle-même. OK? Donc, en Bambara, on dit Saba. Hein? Battre, frapper une personne. D'accord? Et nous parlons bien évidemment ici d'une aire de battage. Voilà. Donc, le rapport est immédiat. Le rapport est immédiat. Donc,
je présente rapidement ce que c'est qu'une aire de battage. Hein, et d'ailleurs, ici, j'aime particulièrement cette image parce qu'on observe au loin la présence d'un âne qui s'exerce en particulier sur l'aire de battage. Comme je l'ai souvent rappelé, sachez que l'âne, bien sûr, c'est l'animal qui incarne Seth. Et l'âne procède à ce qu'on appelle le dépiquage. C'est-à-dire, en Égypte antique, c'est lui qui marche sur les récoltes pour séparer les graines de l'épi. C'est une description que j'ai souvent eu l'occasion de rappeler. Mais ici, donc, ces jeunes hommes sont en train de battre la récolte et c'est précisément ce qu'on appelle une aire de battage. OK. Donc, voilà pourquoi on dit sabbat. OK? Parce que sachez que pour ce qui concerne la spiritualité, la religiosité égyptienne, eh bien, le grain est personnifié par Osiris, qui est le premier roi de l'Égypte pharaonique. D'accord? Donc, le grain est personnifié. Voilà pourquoi on peut donc imaginer qu'il s'agit évidemment ici d'une véritable passion. Donc, quand vous voyez, par exemple, dans la Bible, tout au moins les films qui en émanent, le personnage de Jésus qui est battu, les gens n'imaginent pas souvent que nous avons affaire ici au grain. Ils croient que c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Et puis, bon, je pense que je ne vais pas moins insister sur ces aspects. On en a souvent parlé. Ça ne diminue pas l'importance de cette tradition, mais il faut quand même admettre que beaucoup de gens s'imaginent des choses qui n'ont pas nécessairement une effectivité. Même si pour l'Égyptien lambda, on aurait pu penser que ceux qui n'étaient pas initiés au mystère, parce qu'il y en avait évidemment, ne savaient pas qu'Osiris, en fait, était dans la description du grain, du soleil, etc. Bon, ben, on n'est pas toujours obligé de le savoir non plus, ça n'empêche pas de vivre, vous voyez, ça n'empêche pas de vivre une tradition, de vivre une religion, mais il faut savoir que les sociétés africaines sont fondamentalement ésotériques. Donc, elles sont jalouses, en fait, de leur connaissance. Donc, on peut vous laisser croire que c'est quelqu'un qui a réellement existé parce que ça ne dérange pas l'effectivité de la religion, de la tradition. Voilà. Mais quand on veut vraiment comprendre, puisque nous sommes dans une démarche de restauration, nous sommes quand même obligés de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que comment restaurer quelque chose qu'on ne comprend pas? Ce n'est pas possible. On ne peut pas restaurer une œuvre dénaturée si on n'a pas une idée de l'original. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est exactement ce dont il est question ici quand on parle de la passion d'Osiris, qui deviendra plus tard, vous le savez, la passion de Jésus, un personnage biblique de Jésus qui est battu, martyrisé, etc. C'est le grain, ce n'est pas autre chose. C'est cela. Il rejoue la passion d'Osiris, et c'est cela. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui ont emprunté ces chemins parce que c'est le cycle naturel des choses. Et les religions, quand elles sont sérieuses, tentent toujours d'imiter ce que fait l'univers. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne en particulier. Sinon, ça ne fonctionnerait pas, évidemment. Donc, quelle conclusion peut-on tirer donc, de cette observation qui consiste à signifier que la notion d'occasion et l'aire de battage sont des homophones? Ça signifie en réalité que c'est le même mot, je l'ai dit. Donc, les conclusions viennent naturellement dans les mêmes dictionnaires. À la suite de sabbat, nous trouverons ceci. En bambara, on dira sabbat, frapper, sabou, cause, origine. Et c'est de cela qu'il est question. Maintenant, quand on parle de l'occasion, quand on parle de la première occasion, donc c'est la première cause, l'origine, etc. D'accord? Et on le voit ici avec la description, foi, temps, occasion, matière, cas, action, etc. En bambara, sabu, cause, origine. En bore, sabu, à cause de. OK? En wolof, sabab, origine, genèse. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, quand le discours abrahamique utilise la formule genèse pour expliquer la naissance de l'univers, ce n'est pas une découverte en soi, ce n'est pas une innovation non plus, parce qu'en égyptien pharaonique, les mots pour le dire existent déjà, et la graphie est là pour témoigner du fait de l'antériorité de ces questions. Voilà. Et je vais même beaucoup plus loin, parce que le discours abrahamique n'enregistre pas l'image de l'ère de battage, ce qui est une faute, parce qu'il faut quand même se dire les choses. Il faut bien comprendre que l'univers, tel qu'envisagé dans les corpus soudanais, a quand même servi, tout au moins, ce modèle a servi de référence aux chroniqueurs, aux promoteurs, aux inventeurs des religions abrahamiques, en particulier le judaïsme, et ensuite le christianisme et bien évidemment l'islam. Mais ils ont renoncé à plusieurs choses aussi, parce que comment développer une science essentielle sur le grain quand on est nomade, c'est compliqué. Donc, ils ont retenu ce qu'ils pouvaient, comme ça, expliquer. On parle d'Adam, etc. Bon, c'est une autre manière d'amener le discours
puisque c'est encore le principe de gémellité qui est effectif à ce moment-là. Mais l'Afrique a tout cela aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le fait que nous sommes des sédentaires. Les Kémites sont des sédentaires. Et pour nous, c'est essentiel de comprendre que c'est l'agriculture qui fait la civilisation. On ne peut pas écarter, on ne peut pas commencer comme ça dans un paradis imaginaire. Non, il faut bien restaurer l'importance de l'agriculture parce que c'est l'agriculture qui a civilisé l'homme. La condition de la sédentarité, c'est la pratique de l'agriculture. Et la sédentarité, c'est la condition de la civilisation. Ça montre clairement l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. Vous voyez? Donc, je le dis comme ça parce que c'est quand même encore des questions pour certains, parce que la civilisation, ma foi, a quand même une origine, a une manière de se déployer. Tout n'est pas civilisation, ce n'est pas tout ce que font les hommes qui est civilisation, non. Il y a des choses qui sont contre la civilisation précisément, sauf qu'on n'a pas toujours le bénéfice de vraiment de porter attention à ces faits. Et j'insiste là-dessus simplement pour bien clarifier les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours contre la pertinence de telle ou telle tradition, etc., qui existe aujourd'hui. Mais il faut quand même savoir que nous, en tant que Kémites, nous devons d'observer une certaine orthodoxie dans la manière de déployer notre discours sur la civilisation. Parce que notre projet civilisationnel, précisément, en dépend. Et tous les rituels, toute la tradition, toutes les religions, je mets religion au pluriel, mais je ne le devrais pas, parce qu'en réalité, c'est la même tradition en Afrique. Tout ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique, tous les rites, répondent de ce paradigme-là. Voilà. Et c'est peu de le dire. Donc, vaut mieux avoir ce départ pour ne pas se tromper ensuite. Voilà. Donc, en Bozo, c'est Sabu, c'est la cause chez les Dogons. Sabu, c'est cause, motif. Donc, c'est l'idée de commencement, de début, ce qui est à l'origine de quelque chose. D'accord? Et bien sûr, le déterminatif dans ce contexte, c'est l'ère de battage. Donc, ça montre bien que tout commence durant la moisson. Tout commence au moment où Alors, il faut savoir que le blé, le mil coupé dans les champs correspond symboliquement à la mort de l'ancien soleil, qui appelle un nouveau soleil. J'en ai parlé sans insister. Je pense que c'est le module 3 où j'ai abordé cette question, parce qu'il y a, dans les conceptions africaines, il y a ce qu'on appelle le mauvais soleil, il y a ce qu'on appelle le bon soleil. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui, mais il faut quand même savoir qu'il y a des cycles et que ces cycles correspondent aussi à des ères, à des époques, à ce genre de choses. Voilà. Et c'est Sirius qui, de ce point de vue, nous guide toujours, nous oriente et nous imprègne en fait de son cycle, la manière de concevoir et de comprendre tout ceci. Donc, c'est la mort symbolique du soleil qui est donc qui se joue sur l'ère du battage, qui va être martyrisé, etc., etc. Mais sa mort annonce une résurrection. C'est d'ailleurs le cycle repris par le christianisme, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont quand même encore des références de ce point de vue qui peuvent le comprendre. La résurrection ne vient qu'après la mort. Et cette résurrection, c'est un nouveau soleil, donc une nouvelle ère, en réalité, qui s'émancipe absolument de tout ce qui a pu se faire avant. Voilà pourquoi les chrétiens ont eu à cœur de dire avant et après Jésus-Christ, par exemple. Mais c'est une convention. Voilà. Sauf que il faut quand même savoir l'expliquer, puisque j'ai souvent été surpris de voir certaines personnes justifier de l'existence, entre guillemets, de Jésus par le fait qu'on dit avant et après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment existé. Bon, c'est un argument vraiment, je crois que vous pouvez mesurer la faiblesse du propos, car en réalité, c'est une convention. Et sur la base de ce que je suis en train d'expliquer là. C'est sur la base de ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Donc, ici, j'étends bien sûr la description au nom même de Sirius, la graphie qui permet de désigner, parce qu'en fait, c'est la même racine. En polar, on dira seb pour dire être pointu, seb des pointu, d'où sobdet. Les égyptologues transitaires, ils lisent sobdet, mais c'est sauter en réalité. Mais bon, je passe le détail, ça se lit de cette façon. Et vous voyez que c'est le nom de la saison sèche dans les langues africaines. Et seb en ewondo, en bassa, c'est sep. D'ailleurs, qui peut s'apparenter au fameux septépi. Sauf que cette fois, ce n'est pas une convention, c'est réellement le mot ambassa pour dire la saison sèche. C'est sep, Ambobangi et Sebou. Saison sèche, Ndoumou au Gabon et Sibi. Et saison sèche. Et c'est aussi le thème du baptême. Ambassa, on dit soba, être lavé, purifié. Ambassa, c'est l'isobé, ce n'est pas le polar, c'est une faute de frappe. Ambassa, on dit l'isobé, c'est le baptême.
d'accord, qui vient du verbe so, qui signifie laver, purifier, purger. Donc, aussi, une relation manifeste avec, évidemment, l'eau, l'inondation. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il y a ce mélange des genres. Voilà pourquoi on peut penser que non, c'est l'inondation qui statue sur le lever, comment dire, sur le nouvel an. Parce que quand un bébé naît, il y a la perte des eaux. Voilà, des eaux matricielles. Donc, il y a ce phénomène qui est observable. Mais sachez que du point de vue de la cosmogonie, c'est la saison sèche qui précède la saison des pluies, évidemment. Donc, c'est le sec qui précède l'humide. Donc, c'est ce rythme-là que moi, je souhaite imprégner dans la compréhension qu'on peut avoir précisément de ces corpus en référant au cycle calendaire des anciens Égyptiens, à celui que nous tentons, comme ça, de restaurer. Voilà, c'est ça. OK? Bon. Maintenant, jusqu'ici, on peut considérer que c'était une révision. Maintenant, on rentre un peu dans la description des choses concrètes. Par l'image du baptiste. Parce que je vous ai dit que Bassa, l'Isobé, c'est le baptême. Et vous voyez que c'est déjà le nom de l'étal Sirius, qui est Seb, signifiant pointu, tout au moins en plat. En fait, cette structure phonétique se rattache aussi à l'idée du début, de commencement, avec le bambara sabou. Sachez que la structure phonétique que je suis en train de décliner ici, elle va se perpétuer, vous verrez. D'accord? Donc, ça part de l'ère de battage, à partir de l'ère, parce que vous savez que la purification se fait aussi par la douleur, par le deuil. Le deuil purifie en Afrique. Donc, vous devez comprendre qu'on dit baptême, parce que dans l'idée de baptême, il y a bien évidemment la notion de purification, mais on peut se baptiser de plusieurs façons. Il n'y a pas seulement, chez les Bassa, par exemple, il y a le baptême par le feu. Par exemple, la purification par le feu existe dans les rituels Bassa. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours qu'il faut s'attendre nécessairement à l'idée de l'inondation. Et le feu, c'est la saison sèche. Ouais. Donc, je le dis simplement pour que vous ayez une vision beaucoup plus large de ces faits. Parce que sinon, ça pourrait être compliqué. Donc, vous avez donc cette graphie. Et cet acétate, je l'ai baptisé le baptiste. OK? En référence à ce que vous savez déjà. Parce qu'on parle généralement de Jean le Baptiste dans la Bible, et qui aurait donc procédé au baptême du personnage biblique de Jésus, qui n'est qu'une image du soleil, en fait, une description d'Osiris dans ses attributs les plus essentiels. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le nom du chacal ou du chien sauvage. D'accord? Comme on le voit ici, c'est translittéré Sab, qui correspond au gaze, Zeb, qui signifie hyène. OK? Quoique le déterminatif soit un chacal, vous verrez qu'il y a une distribution vraiment importante de ce thème. Généralement, vous verrez que ce sont des animaux qui ont la peau tachetée ou qui sont apparentés à tout ce qui est roux ou rouge, qui est encore l'occasion de rappeler l'importance et le rôle que joue dans le cycle calendaire la saison sèche, parce qu'elle est consacrée précisément à ce personnage qu'on appelle Seth, qui lui revendique précisément la notion de rousseur, la couleur rouge, et c'est lui le baptiste parce qu'il précède l'autre qui vient ensuite. OK? Donc, c'est important. Donc, en Ninon, Esseb, c'est le chien de brousse. Chez les Mbo, c'est Esob, le chien de brousse. En Koyo, Isoba, c'est l'hyène. D'accord? Mais c'est le même mot. Sachez que l'animal peut changer, mais ce qui est essentiel ici, ce sont les taches et la rousseur, la couleur rouge, etc. En Tunan, on dit Esobo, c'est la civette, qui est un animal évidemment tacheté, vous le savez. En Boshi, Asoba, c'est le léopard. Bakaka et Sob, c'est la civette. En Nyamwezi, Nzobe, c'est l'âne. Donc, tous ces animaux ici sont des animaux qui interviennent dans le registre de la purification et qui sont revendiqués par le baptiste. C'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, dans la Bible, une parole énigmatique qui dit que Jean était vêtu de peau de chameau. Dans les langues africaines, par exemple, je donne un exemple concret. En copte, l'âne se dit Io, et c'est le nom que porte le chameau en Songhai, qui est une langue soudanaise, comme vous le savez. D'accord? Donc, il y a une distribution des noms de ces animaux au sein des langues africaines. Quand Eyo va désigner la civette dans d'autres langues, parce que ici, la liste n'est pas exhaustive, mais pour ceux qui suivent les travaux que j'ai déjà pu faire sur ces questions, ils savent que les listes sont importantes et les noms, évidemment, entre ces animaux, s'échangent. Mais sont absolument tous vérifiés par la même graphie qui est déterminée par le chacal. Pourquoi le chacal? Parce que le chacal, c'est un chien. Hein? C'est un canidé. Et nous sommes ici en train de décrire
une constellation qui est la constellation du grand chien. Parce qu'il n'y a jamais il n'y a pas de détachement. Et voilà pourquoi il y a cette relation. Voilà pourquoi cette constellation est appelée canicula. On prétend que c'est la canicule, c'est sûr. Mais dans les langues africaines, on va dire Esseb pour dire saison sèche. On va dire Esseb pour dire chien de brousse. Donc, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de difficulté de compréhension quand on porte une attention spécifique sur le vocabulaire. Et bien sûr, ces peaux, civette, léopard, etc., ce sont les peaux que portent les prêtres qui sont préposés précisément aux purifications. Peau de léopard, peau de civette, etc. C'est eux qui font les purifications en Afrique. Dans les sociétés africaines, chez les Bassa, par exemple, c'est le corpus constitué, l'ordre constitué, c'est le Ngé, qui est le thème du félin. Et les prêtres, c'est Ngenge. Les prêtres du Ngé, c'est les Ngenge, qui s'apparentent au Douala Ngengedou, je l'ai rappelé à certaines occasions, pour dire albinos. Pourquoi? Parce que rouge. Pourquoi? Parce que tacheté, etc. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose qui revient, sauf que celui qui baptise répond de la saison sèche. Donc, du temps qui précède l'arrivée des pluies, etc. Puisque, enfin, je pense que vous avez compris le schéma. Tout au moins, je l'espère. Sinon, dans le temps des questions, bien sûr, je pourrais y revenir. Donc, on ne peut pas parler du chacal, évidemment, sans parler d'Anubis. Et Anubis est souvent, enfin, celui qu'on appelle Anubis en égyptologie. Il est souvent représenté en train de verser, justement, des vases d'eau en forme de baptême sur les rois. C'est quelque chose qui est récurrent en Égypte. On le trouve dans les temples, les bas-reliefs égyptiens. Ce sont des choses qui nous sont parfaitement familières. Donc, évidemment, dans ce contexte-ci, évidemment qu'il est sollicité. Et vous savez que cette divinité qu'on appelle Anubis, c'est la divinité tutélaire des peaux tachetées en Égypte. En Égypte, il y a des prêtres qu'on appelle les prêtres Sem, dans le lexique égyptologique, si on veut. Okay? Donc, en espérant que les choses sont claires. Et la raison pour laquelle j'insiste ici, c'est parce que ce sont des mots que nous avons déjà rencontrés pour signifier la première occasion, le baptême, etc. Donc, sachez qu'il y a une logique au niveau du vocabulaire. Ça ne s'arrête pas simplement à sept épis et puis on croit qu'on a compris et puis que la chose va être clarifiée ensuite. Non. Quand on parle la langue, quand on mobilise le vocabulaire, on sait exactement pourquoi tel acte ou telle séquence se produit après tel autre. Et il n'y a pas de difficulté de ce point de vue. Donc, il faut porter davantage une attention sur cette manière de concevoir les choses. Et naturellement, c'est encore la lecture analytique qui permet cela parce que ce serait difficile pour un égyptologue, disons, qui pratique la translittération et qui se suffit à elle pour expliquer justement les corpus égyptiens, de faire le lien entre Sept-Épis et Anubis, entre Sept-Épis et Seth, entre Sept-Épis et on peut multiplier comme ça. C'est impossible parce que ça ne paraît pas comme ça a priori. Mais il faut savoir que c'est une langue parlée. L'égyptien pharaonique, c'est une langue africaine. Donc, ils savaient cela. Sinon, on ne peut pas justifier des rituels parce que le rituel est fondé sur la langue qu'on parle. Voilà. Donc, ceci est un détail, mais essentiel. D'accord? Donc, et ici, on trouve donc une scène intéressante où un âne est en train de transporter la récolte de blé. L'âne, c'est Nzobé. L'âne, là, que vous voyez là, c'est lui le Baptiste. C'est lui qui devient Jean le Baptiste, puisque Seth n'est autre que Jean le Baptiste. Ça, je l'ai souvent rappelé à certaines occasions. Vous voyez, il y a un personnage qui est en train de couper les céréales et l'âne qui est chargé pour transporter. C'est Jésus rentrant dans Jérusalem à Dodane. Voici la scène initiale. Ça vient de l'agriculture. Parce que si vous ne savez pas que ce grain-là, c'est Osiris, vous n'allez pas comprendre les rituels. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, les séquences qui sont expliquées dans les religions comme ça, qui apparaissent ensuite. Mais la base, c'est l'agriculture, qui est évidemment le moyen par lequel les peuples éthiopiens, non seulement se sont sédentarisés, mais ont pu, justement, j'allais dire, inventer en quelque sorte ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Voilà pourquoi la chose est célébrée, parce que la civilisation, eh bien, c'est ce que nous avons de plus précieux. Je pense quand même que vous pouvez en convenir. Donc, cette scène est essentielle, parce que nous sommes justement dans le temps de la moisson, et cette âne est en train de transporter ce grain, ces épis, sur l'aire de battage. C'est là qu'il est en train d'aller. Et Jésus, rentrant à Jérusalem, va se faire battre, évidemment, et crucifié. Et évidemment, c'est le grain, d'accord? C'est le grain. Le grain. Kissé, en bambara. Kissé, c'est la momie, en copte. Et évidemment, en afar, kissé est traduit dans le texte par Jésus. Donc, la chose est claire. Pour ensuite, on pourra ensuite encore venir dire ça ne se discute pas. Quand on est vraiment
un minimum honnête, parce que pour moi, ça se résume à une forme d'honnêteté. Quand on est honnête, on ne peut pas discuter ses faits. Ce sont les faits. On ne peut pas discuter. On ne peut pas prétendre qu'ensuite Jésus a existé et puis que voilà, les autres, c'est le paganisme, c'était des païens. Non, ça, c'est un discours général pour exclure une partie essentielle de l'humanité, justement, dans la course à la spiritualité et dans la compétition, justement. Mais parce qu'on refuse précisément à l'Afrique son expression dans ce domaine parce qu'on sait très bien qu'elle détient les clés, en réalité, de tout ce qui nous est présenté aujourd'hui comme quelque chose d'essentiel, de nouveau, que nous devons simplement suivre et applaudir. Non, 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 non. Dieu n'a pas changé avec les idées des hommes. L'univers n'a pas changé avec les idées des hommes. Les cycles sont toujours les mêmes. C'est à nous réellement de nous inscrire précisément et de prendre notre part d'univers pour en faire quelque chose d'essentiel pour nous et pour l'humanité, car nous devons avoir aussi quelque chose en partage, car les autres aimeraient certainement aussi avoir des choses à apprendre. Voilà. Donc, voici la scène. Ici, elle est résumée réellement. Vous avez vraiment tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce que je viens de dire. Vous avez l'animal qu'il faut, vous avez la scène, vous avez les personnages. Bref, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Pour le reste, ce n'est qu'une description maintenant du point de vue de la ritualité, des textes, etc. et l'inspiration des auteurs qui habillent la chose d'une certaine façon. Mais la base, c'est l'agriculture. Et tout commence à l'époque de la moisson. Il se trouve qu'en égyptien pharaonique, l'ère de battage porte un autre nom. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En égyptien pharaonique, nous venons de parler de l'ère de battage. Nous avons vu que l'ère de battage s'apparente au bambara saba, qui signifie frapper, etc. Mais dans le lexique pharaonique, il existe une autre graphie. Ici, vous avez deux variantes de la même graphie. En fait, c'est le même mot, qui signifie aussi aire de battage, aire de dépiquage, c'est-à-dire le lieu où on bat le grain. D'accord? La graphie est translittérée Ketiu, comme vous le voyez ici, de part et d'autre, et vous avez les références, etc. Ceci est fondamental, car vous allez vraiment comprendre ce qu'on appelle la pensée symbolique. Vous allez comprendre pourquoi les peuples éthiopiens, les peuples kémites, pensent la même chose et parlent la même langue en réalité. OK? Ça, vraiment, vous allez le comprendre, parce que les graphies sont différentes. Ici, ce n'est plus Saba. On le voit clairement. Mais vous savez que l'ère de battage est le lieu essentiel où se joue précisément la naissance de l'univers. C'est là que ça se joue. Donc, si les Égyptiens ont une autre graphie pour en rendre compte, c'est qu'il faut bien essayer de comprendre de quoi ils parlent ici. Pourquoi ce n'est plus Saba? Pourquoi c'est autre chose? Et en quoi cela est cohérent avec ce qu'ils ont dit avant? Puisque Sept épis, c'est dans les textes, je crois que c'est les textes des pyramides, et en particulier la cosmogonie héliopolitaine, qui est l'une des premières, sinon la première d'ailleurs attestée dans l'histoire de l'humanité. Donc, elle précède quand même, de manière générale, l'idée ère de battage. Enfin, je veux dire, elle précède toutes les autres graphies qui peuvent en rendre compte. Même vous verrez qu'on reste toujours dans le même thème et on ne s'écarte jamais de ce qu'il y a d'essentiel. Voilà, donc voici la graphie. OK? Je vais dire ceci. Parce que nous avons la chance que cette graphie a une solution en copte. Donc, ça nous facilite la vie. On sait comment ça se dit. D'accord? Ce thème hiéroglyphique, donc ces deux graphies que vous avez sous les yeux, correspondent au copte kit, qui signifie air à battre, c'est-à-dire air de battage. Je cite d'après Werner Richel dans son dictionnaire étymologique de la langue copte paru en 1983. Il nous explique que cette graphie correspond au copte kit, qui signifie air à battre. Mais en bassa, on dit kit, battre quelqu'un. C'est un synonyme de saba chez les Bambara. Sauf qu'en bassa, on dit kit, battre quelqu'un. En sonenké, kriti, abattre. D'accord? Sonenké qui est une langue soudanaise, bassa qui est une langue réputée bantou. Mais on se rend compte que, d'une manière générale, dans les langues soudanaises, c'est le thème du jugement. En Bambara, kiri, c'est le jugement. En djalonké, kiti, c'est le jugement. En soussou, kiti, c'est le jugement. En sonenké, kité, c'est le jugement. Voici pourquoi vous avez dans la description de ce qui deviendra plus tard la passion de Jésus, le jugement. D'accord? Parce qu'il est jugé, vous le savez, avec Ponce Pilate, etc. Voilà pourquoi vous avez ces scènes-là, au moment où on bat le grain. D'accord? Parce que je l'ai dit, ce n'est qu'une description en fait du cycle du grain, quand on rentre dans le processus de la passion. Ambakoko, qui signifie le début du jour. C'est un synonyme du thème de la Genèse, du début, du commencement. Enfant, c'est kiri, pour dire le matin. Le matin, le moment qui précède le lever du jour, l'aurore, si vous voulez. D'accord? Et en copte, on dit kirina, pour dire le procès. En bambara, kirina, c'est le lieu du jugement. Et vous le savez, c'est un mot que
tout mandingue, même tout Kémite devrait connaître, puisque c'est le lieu même de la victoire de Soundiata Keita. Hein? C'est-à-dire le début du Ner, parce que c'est cette victoire qui permet la naissance de l'Empire du Mali, à Kirina. Et les deux personnages en situation sont Soundiata Keita et Soumangolo, qui n'est autre que Seth. Pour Soumangolo, Soundiata, c'est Horus, évidemment. D'accord? Vous avez encore les deux protagonistes, mais représentés d'une autre manière. Mais c'est encore le même discours. D'accord? Donc, cette manière de percevoir l'idée de naissance, nouvelle ère, etc., le nouveau soleil, le bon soleil, etc., est reprise dans le discours, dans la geste, ce qu'on appelle la geste du mandé. OK? Et vous ne verrez pas, évidemment, l'ère de bataille. Vous ne savez pas que cette ère de bataille, où se battent précisément Soumangolo. En fait, ce n'est qu'une description de l'ère de bataille, parce que vous avez les protagonistes. L'ère de bataille en Égypte, c'est l'âne qui marche sur le grain. OK? Mais, pour ce qui concerne le discours général du Mandé, c'est Horus qui a le dessus sur Seth, c'est-à-dire Soumangolo, qui est vaincu par Soundiata. OK? Donc, vous devez avoir ces chemins à l'esprit, hein, hormis quelques nuances, parce qu'en réalité, même si les choses apparaissent a priori divergentes, sachez que c'est le même discours, sachez-le, quant au fond, c'est ce que je suis en train de vous dire, je sais pourquoi je le dis. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que cette ère de battage-là correspond à l'époque au temps du jugement. Et on comprend donc aisément pourquoi eh bien, cette description rentre dans le discours général des premiers chrétiens qui vont donc en faire un épisode, quelque sorte de ce qui va devenir la passion du personnage biblique de Jésus, c'est-à-dire la passion d'Osiris en réalité, car c'est le grain, je l'ai dit. OK? Donc, si les choses sont claires, et je pense qu'elles le sont, tout au moins je l'espère, eh bien, on va procéder, on va poursuivre. À la suite de ce que je viens de dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'en Bakoko, Kiti signifie le début du jour. En Ewondo, qui est Kidi, pour dire le début du jour. En Fang, c'est Kiri. Ce sont des langues du Gabon, Cameroun, etc. Parlées au sud Cameroun et au Gabon. Okay? Ce sont des langues dites bantou. Okay? Mais vous observez que pour dire, est-ce que je montre ici, pour dire l'aurore, le petit jour, dans les langues soudanaises, c'est Souba. Qui, si vous avez la mémoire de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est un homophone des mots pour dire le début. Pour dire battre, frapper. Sabbat, la genèse, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne vais pas juste revenir à la citate en question, mais je pense que vous avez les mots en mémoire. J'ai suffisamment insisté quand même. D'accord? Vous voyez que, d'un côté, on va utiliser le thème translittéré Ketiu, aire de battage, pour dire Keti, début du jour, Kiri ou Kidi, matin. De l'autre, on va utiliser le terme translittéré Sepet, c'est-à-dire Sabbat, pour dire en malinké Souba, aurore, petit jour, Souba, matin, Soubou, aurore, pour signifier en réalité que nous sommes toujours dans la description d'une seule et même chose, c'est-à-dire le début, le commencement, la naissance du soleil. D'accord? La naissance du soleil, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous avez deux graphies évidemment différentes et qui mobilisent un vocabulaire apparemment différent, mais le concept est toujours le même. Parce que la pensée symbolique est la même. On ne se trompe pas sur ces questions, c'est trop important, trop essentiel. D'accord? C'est trop important, trop essentiel pour laisser libre cours à une sorte d'improvisation. D'accord? Parce que ça, ce que nos ancêtres disent ici, c'est clair dans ce que je suis en train de rappeler. Et nous avons la preuve que cela nous atteint. C'est-à-dire, nous avons encore la connaissance de la geste du mandé. Et ce qui est dit dans la geste du mandé, c'est ce qui est dit ici. C'est ce qui est dit là, dans les hiéroglyphes ici. D'accord? C'est ce qui est dit. Quand on parle du jugement, parce que vous devez savoir que la sortie du soleil est précédée du jugement dans le tribunal d'Osiris. Parce que peut-être quand je parle comme ça, peut-être que vous ne voyez pas les scènes. Hein, je vais quand même le dire. Quand le soleil sort à l'horizon, il a été jugé, il est propre, pur, il est innocent. C'est le concept même de la naissance. Quand l'enfant naît, quand il sort du ventre de sa maman, il est pur. Hein, il a été jugé. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir parce que le tribunal d'Osiris est dans le ventre de la maman. Donc, quand le soleil traverse le monde souterrain, il passe dans le tribunal d'Osiris parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Sauf que, pour ce qui concerne le soleil, il est dans la description du défunt. Mais vous savez, par exemple, chez les Bassa, quand on enterre le mort, on tourne sa tête vers le soleil couchant. D'accord?
Parce qu'il doit, il doit aller dans le monde souterrain avec le soleil, évidemment. Donc, le défunt est dans la description du soleil. Donc, quand vous voyez un défunt arriver dans le tribunal d'Osiris, sachez qu'il représente le soleil. Évidemment, donc il est jugé. Kiri ou Kiti, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire Kirina. Parce que c'est là que ça se joue en réalité. Et quand il sort à l'horizon oriental, c'est-à-dire ce qu'on appelle le matin, il est jugé propre, pur. Il est innocent. D'accord? Okay. Voilà pourquoi celui qui est crucifié, parce que la sortie correspond à une sorte de crucifixion quant au fond, puisque le soleil est levé, c'est à cela que se rapporte la chose. C'est un innocent qui meurt. Hein, voilà pourquoi c'est représenté de cette façon en réalité. D'accord? Quelqu'un qui n'a rien fait, qui est pur, innocent, mais qui meurt parce que pour laver le monde de ses péchés. Hein, c'est donc la victime sacrificielle. Et c'est l'explosion des rayons du soleil qui nous arrose le matin. C'est de cela qu'il s'agit. Hein. Il ne faut pas s'imaginer des choses extraordinaires. Quand on parle de ces questions, elles sont aussi simples en réalité que ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez donc une correspondance entre ces deux thèmes. Suba d'un côté pour dire aurore, petit jour, de l'autre Kiti. Okay? Quand on dit Sobé en bassa, c'est le baptême, la purification. Donc, c'est toujours le même thème. Quoi qu'on dise, vous pouvez passer par n'importe quel bout. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous comprenez les chemins, vous comprenez les séquences. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ce à quoi moi je vous invite parce que ça éviterait de longs débats parfois qui peuvent être épuisants. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un grand seigneur. Et ici, nous approchons en fait la troisième et dernière partie de cette communication. Un animal tacheté, évidemment, qui s'appelle en français hyène. C'est le nom qu'on lui donne en français. Et c'est un grand seigneur. Parce que cet animal, ce qu'on lui doit dans nos langues, ce qu'on lui doit en termes de production de civilisation, c'est quelque chose incommensurable. Je le dis avec émotion, parce qu'il faut à un moment donné quand même se rendre compte de l'importance des choses qui parfois peuvent paraître ordinaires. Je vais vous parler de l'hyène. D'accord? Bon. Son nom en égyptien pharaonique, qui s'inscrit dans la suite de ce que je viens de dire, le voici. C'est translittéré, je ne sais pas comment ils le lisent, Etiti, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais son nom, le voici. De toute façon, nous avons le nom comme il faut. Dans les langues africaines, c'est son nom. Ingiti, Eyiti. Parfois, on dit Kite. Kite va désigner le chien à ce moment-là. Eyiti, l'hyène. Mais c'est le nom du chien parce que c'est un canidé, l'hyène. D'accord? Je pense que vous le savez, c'est un chien en fait, en réalité. Voilà pourquoi dans les langues africaines, on l'appelle indifféremment chien. Voilà. OK? En écrit, on dit Iyiti, hyène, en makam et Kite. C'est le chien, etc. Si vous êtes attentif, vous observez que c'est le nom que porte l'aire de battage en égyptien pharaonique. Je vais retourner dans la graphie parce que peut-être que je le dis, vous ne le voyez pas. D'accord? J'ai dit que aire de battage, aire de dépiquage correspond notamment au thème du jugement qui se dit Kiti, au petit jour, début du jour, au matin, qui se dit Kiti. Et c'est le nom là qu'on retrouve ici. J'espère que vous le voyez. Avec des mutations phonétiques, car le K peut devenir un G et vice-versa. Donc, quand je dis en Kikamba, Ngiti, je ne dis pas autre chose que Kiti, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire le matin, etc., etc., etc. Et je rappelle que c'est un canidé, c'est-à-dire associé donc à la constellation du grand chien, bien évidemment, pour le fait qu'il s'agisse évidemment d'un canidé. Bon. L'importance de cette graphie, en fait, vient avec le vocabulaire que j'ai mobilisé depuis tout à l'heure. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'importance de cette graphie et du nom de cet animal vient avec le vocabulaire que je suis en train de mobiliser depuis tout à l'heure. J'ai parlé de Kiti en tant que jugement, en tant que matin, etc. J'ajoute une information complémentaire. Maintenant, vous allez observer qu'en Bakoko, on dit Kiti pour dire le matin. En Wolof, c'est Suba pour dire le matin. En Kirua, on dit Kite pour dire le chien. En Koyo, on dit Isoba pour dire l'hyène. En Malinké, on dit Kiti pour dire juger ou jugement. En Bassa, on dit Soba pour dire être lavé. Donc, vous voyez que l'hyène ou les pots tachetés en général échange son thème avec aussi bien avec la forme Kite ou Kiti qu'avec la forme Soba. OK? C'est important. Donc, je reprends pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Quand vous observez le nom de l'hyène,
vous verrez que parfois, elle va s'appeler Isoba, d'ailleurs comme le léopard. Ici, je parle spécifiquement de l'hyène, mais j'aurais pu parler du léopard aussi. Mais je parle de l'hyène, vous allez comprendre pourquoi. Ou de la hyène, parce qu'on peut dire l'hyène ou la hyène, c'est la même chose en français. Donc, vous observez que, qu'il s'agisse du matin, qu'il s'agisse du canidé ou de la purification, les trois thèmes sont vérifiés par le nom que porte l'air de battage. Saba en bambara pour dire battre, etc. On l'a vu. Kit en copte pour dire air à battre, c'est-à-dire air de battage qui correspond à ça, quitte battre quelqu'un. OK? Donc, on observe une constance. Qu'il s'agisse du nom de l'hyène en égyptien pharaonique qui correspond à la série que je suis en train d'expliquer, que je suis en train d'exposer ici, ou qu'il s'agisse du nom de l'hyène translitéré SB déterminé par le chacal, comme nous venons de le voir, parce qu'en réalité, c'est un canidé, je l'ai dit, nous restons dans le même registre. Okay? Il faut juste être attentif. C'est la raison pour laquelle ici, je donne trois correspondances. Les mots sont apparemment différents, mais les concepts sont les mêmes. En Bakoko, on dit Kiti pour dire le matin. En Wolof, c'est Suba. En Keo, on dit Kiti pour dire le chien. En Koyo, c'est Isoba, qui est un homophone de Suba. En Malinké, on dit Kiti pour dire juger. Parce que le jugement, en fait, quand on juge quelqu'un, on essaie de voir s'il est pur ou pas, s'il est innocent ou pas. Donc, c'est un processus de purification, de blanchissement, si vous voulez. Quand on dit que le tribunal vous a blanchi, c'est ça l'idée. On vous a purifié. Quand on passe dans un tribunal, vous êtes purifié. C'est ça l'idée, en fait. Parce que le jugement est fondamentalement lié à la notion de purification. Je pense que la relation est assez claire, je ne veux pas insister. Donc, et en bassa, on dit soba pour dire être lavé. Et vous observez que ces deux formes se rapportent au nom que porte l'air de battage. Hein? Depuis le début, que ce soit la graphie translittérée SP, comme on a vu, on a commencé par là, que ce soit la graphie translittérée Ketiu, on l'a vu également, eh bien, ces deux formes sont vérifiées par le nom de la hyène ou du chien, si vous voulez. D'accord? Dans le registre que je suis en train d'expliquer, le matin, être lavé, etc., ce sont des notions évidemment importantes, mais j'insiste davantage sur l'animal parce que les conséquences, vous allez voir, sont quand même intéressantes. Une fois que j'ai dit ça, je vous présente maintenant ces deux personnages. Vous avez ici, à l'image, ce qu'on appelle chez les Mandingues, le Tiwara. Tiwara, d'accord? Qu'on traduit un peu mal en français par fauve de culture. Je vais vous dire que c'est, enfin, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas ça tout à l'heure. Ce sont des personnages qui se tiennent ici. Ce sont des danseurs qui portent un masque. Le masque est appelé Tiwara. C'est ce qu'on appelle les cimiers mandingues. Okay? Ils sont en train de mimer l'hyène ou la hyène. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ils portent des masques qui figurent certains animaux. Ici, c'est l'hippodrague. Parfois, ça peut être l'orictérope, etc. Il y a des animaux qui investissent ce champ, le champ des cimiers, mais qui sont tous liés à l'agriculture. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, qu'ils sortent dans ce contexte et qu'ils apparaissent dans un champ qui a été récolté. Parce que c'est le temps de la moisson, c'est l'ère de battage. D'accord? Voilà pourquoi, en fait, j'ai même envie de dire que ceci apporte la preuve essentielle de la relation intime que les peuples mandingues, en général, et les Bambara et les Malinké, bien sûr, en particulier, entretiennent avec l'Égypte pharaonique. D'après les graphiques que je viens d'exposer, parce que vous ne pouvez pas comprendre l'importance de ces masques, qui sont très importants. D'ailleurs, c'est l'emblème du Mali, le Tiwara. J'espère que, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'emblème du Mali d'aujourd'hui. D'accord? Vous ne pouvez pas comprendre l'importance de ces masques dans la culture mandingue si vous ne saisissez pas l'arrière-fond que je tente d'expliquer depuis tout à l'heure. Et qui est aussi une manière de prouver, d'apporter la preuve que ces peuples, qu'on appelle aujourd'hui les Maliens, eh bien, ce sont les descendants en ligne directe de ce qui était hier les anciens Égyptiens. Ça, c'est clair. Je pense que c'est clair. Il faut vraiment en avoir la certitude. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent insisté, c'est ce que j'ai appelé le paradigme mandingue, vraiment pour arriver à saisir dans ses nuances les plus intimes le caractère essentiellement kémite de la civilisation égyptienne. Ce qui même peut paraître comme une sorte de paradoxe, parce que quand on dit kémite, c'est déjà l'Égypte antique. Mais ça a été disputé à un certain moment, puisqu'on a pensé que c'était une civilisation qui venait d'ailleurs qu'en Afrique. Bon. Aujourd'hui, je
pense que ce sont des lieux communs. Je n'insisterai pas moi sur ces détails. Mais c'est quand même important de le savoir. Maintenant, que signifie Chihuahua? On dit, et c'est les traductions qui sont généralement admises, que Chihuahua signifie fauve de culture, parce que Wara désigne le fauve en général, les fauves, ce qu'on appelle les griffus, les animaux qui ont des griffes et qui lacèrent, etc. D'accord? Et Ti signifie le travail, en particulier le travail agricole. Mais en Bambara, Ti signifie aussi le signe, le trait, le tatouage, et la tâche, si vous voulez. Donc, Tiwara ne signifie pas fauve de culture, parce que ça ne veut rien dire. Fauve de culture en français, ça ne veut rien dire. D'accord? Tiwara signifie les fauves tachetés. C'est ce que ça veut dire. En Bambara même. D'accord? Mais généralement, on préfère dire Tiwara parce que ça saute aux yeux et c'est quelque chose d'éminent. Wara, fauve, Ti, travail agricole. Évidemment, c'est lié à l'agriculture puisque ces fauves sont en situation, c'est-à-dire ces masques, ces cimiers sont en situation au moment des semailles, au moment des moissons, etc. Comme on le voit ici d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle vous trouvez la graphie en Égypte antique qui désigne l'hyène par le nom qui désigne l'ère de battage. Voilà la relation qui est immédiate. C'est-à-dire, si les Égyptiens arrivaient aujourd'hui dans le Mandé à une époque où on est en train, ils comprendraient parfaitement ce qui est en train d'être fait. Pourquoi? Parce que dans leur système d'écriture, ils font déjà la relation entre la hyène et l'ère de battage. Quand on retrouve des siècles plus tard, même des millénaires plus tard, en activité dans le Mandé, c'est-à-dire les pays soudanais, au Soudan occidental. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Et c'est ce genre d'exercice auquel moi je souhaite vous habituer. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent souhaité privilégier ce que j'appelle la lecture analytique. Parce que ici, la civilisation égyptienne prend corps. La civilisation égyptienne n'est plus un mythe, un rêve. Elle devient une réalité. Et elle peut être restaurée dans ce qu'elle a de fondamental. Parce que ça, c'est ce qui a fait la civilisation. Quand on parle de la civilisation égyptienne et qu'on parle de ce projet initié par nos ancêtres, sachez que elle a toujours été imitée, jamais égalée. Et ce sont ces choses apparemment simples. Je dis apparemment parce que, évidemment, c'est un ordre initiatique. Le Tiwara, c'est un ordre initiatique au Mali, chez les Malinké, les Bambara. D'accord? Ce sont ces éléments qui soutiennent tout ce que nous admirons dans cette vallée qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Nil. Les pyramides, les temples, les tombeaux, toutes ces choses vraiment extraordinaires que nous contemplons dans les musées, ça vient de choses relativement simples. Et aujourd'hui, on ne sait plus expliquer l'importance des masques. On pense que le masque a sa place dans un musée. Non. Le masque est vivant. Il doit être... L'utilité d'un masque n'est effective que lorsqu'il est vivant. Exposé, il ne sert à rien. Parce qu'il n'est pas là pour être exposé, pour en faire une œuvre d'art. Mais c'est une compréhension moderne, contemporaine, bon, voilà, qui pose de sérieuses difficultés à l'Afrique traditionnelle. Mais enfin, vous devez quand même savoir que derrière ceci se cache un nombre conséquent de concepts fondamentalement importants pour l'avènement de cette renaissance que nous appelons de nouveau. Et ici, on observe quand même ce lien immédiat qui est fait et qui permet vraiment de restaurer dans ce qu'elle a d'essentiel, cette civilisation égyptienne, tout au moins pour ce qui concerne son discours cosmogonique, parce qu'elle fait partir justement ce discours de l'ère de battage que nous retrouvons ici avec des éléments que nous rappelons. Kiti, c'est le jugement. D'accord? Et les Tiwara, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant que j'ai dit ceci, voici le masque en question. Je vous l'ai dit, c'est l'emblème du Mali aujourd'hui. C'est un masque extrêmement important. J'en ai souvent parlé à quelques occasions dans les cours. Sachez que tous les Tiwara représentent cette divinité qu'on appelle Set. C'est lui-là. Représenté sous la forme d'une antilope qu'on appelle Hippotrake, c'est-à-dire Dadje. Dadje. Dje qui signifie d'ailleurs être propre, blanc, blanchir, etc. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Purifier. C'est dans le relief de la purification. En Bambara, Dje. Bon, enfin bref. Donc, Tiwarakun signifie littéralement, quand on traduit en français, la tête du fauve de culture. Mais c'est la tête, en réalité, des peaux tachetées ou quelque chose de... Mais vous voyez une antilope, mais vous ne savez pas. Cette antilope-ci ne peut se comprendre qu'à travers la figure de la hyène qui, elle est masquée. C'est quand le porteur, justement, du cimier apparaît qu'on comprend que c'est la hyène parce qu'il prend l'attitude. Si vous observez les danseurs, ils sont courbés à dessein parce qu'ils imitent la marche de la hyène. C'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Et ceci est parfaitement décrit d'ailleurs par
Youssouf Tata Cissé. C'est un texte d'ailleurs que je reprends ici où il explique ceci. Ce masque symbolise l'acquisition des techniques agricoles, la maîtrise des terres, des semences, des caractéristiques du temps favorable au sémail, l'acquisition des bonnes pratiques, le choix et le maniement des outils appropriés. C'est-à-dire, pour faire simple, ces masques symbolisent ce que nous appelons la civilisation. D'accord? Parce qu'elle ne se conçoit pas autrement qu'à travers l'agriculture. OK? Ce masque symbolise l'acquisition des techniques agricoles, la maîtrise des terres, des semences, des caractéristiques du temps favorable au sémail, l'acquisition des bonnes pratiques, le choix et le maniement des outils appropriés. Le Tiwara est de sortie au moment des travaux collectifs des champs. À la question de savoir de quel fauve il s'agit, Youssouf Tata Cissé donne la parole aux informateurs, notables, chefs de culte, matrones et jeunes Bambara et Malinké qui sont unanimes pour dire que c'est Suruku, l'hyène ou la hyène. Sachez que quand je dis Suruku, vous devez penser à Yurugu, le renard pâle. Mais c'est une autre manière d'appeler la chose. Suruku, la structure phonétique est évidemment la même, mais bon, je n'irai pas dans ce relief parce que j'en ai souvent parlé à d'autres occasions. Je vais me focaliser sur ce que j'ai à dire aujourd'hui et on va s'en tenir à cela. À la question de savoir de quel fauve il s'agit, Youssouf Tata Cissé donne la parole aux informateurs, notables, chefs de culte, matrones et jeunes Bambara et Malinké qui sont unanimes pour dire que c'est Suruku, l'hyène, ou plus exactement, Komo Suruku, l'hyène du Komo, encore appelé Diaturufine, hyène noire huppée, ou Waraba Tiatiu, grand fauve noir aux extrémités et au front blanc. Le vrai fauve, le plus grand des fauves, etc., qui donne son nom au Tiwara, c'est-à-dire au champion de culture habillé de fibres noires et coiffé du masque Tiwarakun, c'est-à-dire la tête du fauve de culture, si on s'en tient à la description usuelle. D'accord? Mais je vous ai dit que c'est les pots achetés, évidemment. D'accord? Donc, vous voyez ce masque, mais sachez qu'on parle ici de la hyène en réalité. Ça évidemment, c'est quand les maîtres du bois sacré acceptent de le dire qu'on le comprend. Parce qu'a priori, ce n'est pas donné quand on voit l'hippotrague. Mais l'hippotrague, c'est un animal particulier qui est vraiment singulier parce que roux est attaché justement à cet univers de la rousseur, etc. Bon. Mais ça, ce sont des détails. D'ailleurs, même en Égypte, l'hippotrague est associé à un animal, enfin, ce qu'on qualifierait d'animal cétien, puisque c'est un animal qui est parfois tenu par Hippocrate lorsqu'il paraît comme ça sur son cible, le fameux cible d'Horus, que vous connaissez, il y a une sorte d'antilope. C'est ça qu'on appelle l'hippotrague. C'est cet animal-là qui est appelé l'hippotrague. C'est elle qui est représentée ici. C'est l'emblème de la civilisation, d'accord? Et bien sûr, au temps des moissons, etc. Enfin, bref, je pense que vous faites le lien. Je crois que les choses sont claires. Voilà. Donc, naturellement, ceci m'amène à conclure que le travail et le chemin restent, je ne dirais pas long, mais en tout cas conséquent. Parce que vous imaginez bien, nous ne sommes qu'ici, nous ne sommes ici qu'en train de franchir le seuil du temple, magnifique et merveilleux qui nous attend dans le relief des hiéroglyphes, justement. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle ce travail est fondamental. L'Afrique ne pourra pas réellement se reconnaître si elle ne prête pas une attention singulière, justement, à ce que disent ceux qui nous ont précédés. Et ils s'expriment à travers, justement, ce système d'écriture que nous tentons comme ça de mettre au jour de manière tout à fait intelligible, car le but réellement, c'est de parler pour être compris. Donc, plusieurs images ont été mobilisées dans ce contexte. Il était question pour moi d'aller dans ce détail pour apporter quelque chose de nouveau, tout au moins à ce que nous appelons le Nouvel An. Vous devez savoir que tout ce que je viens de dire concerne justement cette période, cette époque. Et il reste encore beaucoup à découvrir dans ce contexte. Voilà. Il était question aussi, pour moi, d'insister sur le symbolisme rattaché, notamment au masque, parce qu'on ne prête pas toujours une attention particulière au masque, parce que les Africains, quand ils ne sont pas initiés, ne savent pas interpréter les masques. Mais c'est un univers merveilleux, merveilleux, qui nous dit beaucoup sur notre ancestralité, sur notre antériorité et sur la connaissance profonde que nous avons des choses universelles. Voilà. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie à cet ouvrage, Sigidolo, où j'aborde
certains aspects de cette étoile qui nous a guidés depuis la nuit des temps, qui est appelée Sirius en français, Sotis par les Grecs et les Latins, et Sigi, ou Yasigi, par les peuples soudanais, qui pour nous, qui nous servent de référent quant au paradigme que nous avons choisi d'appliquer dans le cadre de l'école des scribes. Et j'ai souvent justifié justement de cette démarche pour les motifs que nous parlons tous la même langue, la pensée symbolique est la même. Et l'avantage des peuples soudanais, c'est qu'ils ont encore une tradition constituée relativement accessible et extrêmement riche. Et le rapport immédiat aussi qu'ils ont, bien évidemment, avec l'Égypte pharaonique et aussi l'antériorité qu'ils ont quant au discours historique. Car on est capable de remonter jusqu'au XIIIe, XIVe siècle à travers les généalogies du Mandé, quand ce serait parfaitement difficile, sinon impossible, du côté de l'Afrique centrale. Hein. C'est un fait qui relève précisément des razzias, de la colonisation, tout cela. Mais enfin, l'empire du Mali, c'était un empire immense qui a su conserver un ensemble d'éléments qui peuvent nous servir justement de socle, d'appui pour nous projeter vers cet avenir avec, bien sûr, un bagage, tout ce qu'il y a d'essentiel à retenir de cette civilisation extraordinaire que fut la civilisation des pharaons de l'ancienne Égypte. Voilà. Je vous souhaite encore une fois, je réitère mes vœux de bonne année pour l'année 6258. Gloire à nos ancêtres. Et je suis à vous pour les questions, s'il y en a. Merci. Alors, je rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, que moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas, j'ai eu comme un bug. Donc, je prendrai les questions écrites. Ce sera plus simple pour moi. Ou alors, Mylène se fera l'interprète et me transférera les questions. Voilà. Mais j'en prendrai, disons, 3 ou 4. Et en espérant que ce que j'ai pu dire aujourd'hui a été entendu, tout au moins compris. Merci.